Bonjour à tous, l'un des sujets qui a marqué l'actualité cet été est donc la sortie du premier volet du dernier rapport du GIEC sur les bases physiques du réchauffement climatique. Alors quels sont les points clés de ce rapport? Est-il encore possible de limiter la hausse des températures? Et est-ce que ces rapports servent-ils vraiment à quelque chose devant la lenteur des décisions politiques? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes aujourd'hui avec Gerhard Kriner. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté cette interview. Tu es donc climatologue, directeur de recherche au CNRS, tu es également mon directeur de thèse, et puis tu as donc participé à ce dernier rapport du GIEC, et pas qu'un peu, parce que donc tu es lead-auteur du chapitre 9 sur les océans et la cryosphère, et puis tu as également participé au résumé pour décideurs, et tu fais encore la synthèse pour fin 2022. Alors, peut-être avant de rentrer dans les détails de ce rapport, peux-tu rapidement nous expliquer comment fonctionne le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et puis un petit peu la vocation de ces différents rapports? Alors, l'utilité du GIEC, ou le sens du GIEC, c'est de fournir un état de la science pour les décideurs politiques. C'est censé servir comme base scientifique pour les COP, les fameuses COP, donc les conférences des parties, qui font partie de cette convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc pour que les décisions politiques puissent avoir une base scientifique saine et acceptée par tous, il y a ce GIEC. Donc le GIEC, normalement, les membres, ce sont officiellement les États. Les États qui envoient des experts, des scientifiques, pour faire ce résumé de l'état de la science. Donc le GIEC ne fait pas de science lui-même, il fait un état de la science. Donc il résume pour l'essentiel ce qui a été publié sur une certaine période, sur ce qu'on sait sur le climat et aussi sur ce qu'on ne sait pas. Et à la fin, tous les États acceptent et adoptent ce rapport. Donc ils disent, voilà, on est d'accord avec ce qui est écrit dans le rapport. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu depuis quand le GIEC existe? Alors, le GIEC existe depuis plus de 30 ans maintenant. Le premier rapport du GIEC a été écrit en 1990. Encore une fois, c'est une partie de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et il y a un rapport tous les 7 ans à peu près. Donc là, on est en train d'écrire le 6e rapport. Le premier volet sur les bases physiques du rapport du changement climatique a été écrit et a été adopté et approuvé au mois d'août. Le deuxième volume qui est sur les impacts et l'adaptation va suivre dans quelques mois. Ensuite, il y a un troisième sur les mesures possibles d'atténuation du changement climatique, donc les réductions d'émissions. Alors, est-ce que en soi, le GIEC est un laboratoire? Est-ce qu'il publie des articles scientifiques et est-ce qu'il vous paye pour faire tout ce travail? Non, alors justement, le GIEC n'est pas du tout un laboratoire, on n'est pas du tout payé pour ça, on est des chercheurs, moi je suis payé par le CNRS, je continue à être payé par le CNRS, je passe sur plusieurs années un certain temps pour écrire ces rapports, ça dépend de l'intensité du rôle qu'on prend. Moi cette fois-ci, je me suis beaucoup investi, donc j'ai passé 50, parfois même plus de mon temps sur ce rapport. Donc il y a à peu près 200 auteurs par volume, par groupe de travail. Donc pour ce groupe de travail 1, on était 230, il me semble. Plus des auteurs qu'on appelle les auteurs contributeurs, qui ont un rôle moins formel. Donc c'est nous, en tant qu'auteurs, qui décidons, là il y a un truc qu'on ne sait pas trop, donc on va demander à quelqu'un de nous aider pour écrire un paragraphe, pour écrire une demi-page, fournir une figure, fournir des données, etc. Donc ça, c'est les auteurs contributeurs. Ces rapports passent par différentes étapes d'écriture, évidemment, comme tout manuscrit, et à chaque fois, ils sont envoyés essentiellement à toute la communauté scientifique pour récolter les commentaires d'autres scientifiques ou des experts indépendants, enfin tout ce qu'on veut. En fait, tout le monde peut faire des commentaires sur ces rapports du GIEC. On les récupère et ensuite on est obligé de les traiter un à un. Alors je ne sais plus exactement combien de commentaires on a eu, mais c'était de l'ordre de 70 000 il me semble. Donc chacun de ces commentaires doit être traité, on répond à chacun des commentaires, donc par d'autres scientifiques ou par n'importe qui en fait qui se déclare expert dans le domaine. D'accord, alors justement j'avais une question un petit peu là-dessus. Qui
en soi, peut faire partie des auteurs du rapport du GIEC? Est-ce que n'importe qui, comme ça, peut se déclarer auteur du GIEC? Non, pour les auteurs, c'est différent. Là j'ai parlé des gens qui peuvent faire des commentaires. Les auteurs des GIEC, forcément, ils sont sélectionnés. On ne prend pas des gens dans la rue. Ce sont des scientifiques qui ont publié dans le domaine, qui sont reconnus dans le domaine. On fait une candidature et ensuite le bureau du GIEC sélectionne évidemment sur la base de l'expertise des personnes, mais aussi ils essayent d'avoir un équilibre géographique, pas que des gens des pays de l'OCDE, par exemple, ou pas que des hommes, etc. Donc ils essayent pas que des jeunes, pas que des vieux, mais aussi des plus jeunes, renouveler le nombre d'auteurs d'un rapport à l'autre, etc. Et donc ce dernier rapport s'est basé à peu près sur 14 000 études de ce que j'ai lu. Est-ce que toutes ces études doivent être validées par l'ensemble de la communauté scientifique? Et est-ce qu'il peut y avoir par exemple des fois des discussions sur certains sujets, voire des controverses au sein même du GIEC? Mais bien sûr, il y a des discussions. On a des rapports qui font 1500 pages, donc il y a beaucoup de discussions sur les détails, ou même des questions importantes. Et comme j'ai dit, dans le rapport du GIEC, on écrit ce qu'on sait, dont on est absolument sûr, béton, et des choses dont on est moins certain. Donc chaque statement, chaque phrase importante, où on dit voilà, ça c'est, on sait que, etc. Derrière, on met un degré de confiance qu'on a. Donc le degré de confiance peut être très bas ou très haut. Donc par exemple, une question qui est en suspense, dont on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, c'est par exemple l'histoire de la rapidité du dégazage des pergélisols. On peut en parler peut-être après, je ne sais pas. C'est quelque chose c'est une chose autour de laquelle il y a beaucoup d'incertitudes. Donc évidemment, on dit voilà, on estime que ça va augmenter le réchauffement climatique à une échelle de 100 ans de tant de pourcents. Mais on n'a pas beaucoup de certitude là-dessus. Donc on attribue une confiance assez faible à cette phrase-là. Justement, abordons un petit peu la question des climato-sceptiques, parce qu'il y en a encore quelques-uns en France. On a vu récemment une interview sur CNews, qui a été d'ailleurs appelée à l'ordre par le CSA pour diffusion de fausses informations. Est-ce que les climato-sceptiques font partie du GIEC et est-ce que leurs arguments tiennent encore la route aujourd'hui? Alors, pour faire partie du GIEC, il faut avoir prouvé une expertise dans le domaine climatique. Comment on prouve une expertise en sciences? On publie dans des journaux scientifiques. Une publication dans un journal scientifique, ce n'est pas une publication sur un blog. On écrit un article scientifique, il est lu par un éditeur, il est évalué par d'autres scientifiques pour voir si la base scientifique est saine, si la méthode scientifique est suivie. Ensuite, il est publié et ensuite, c'est pas fini parce que un article, il peut être publié dans un journal inconnu et puis jamais être lu, jamais être cité. D'autres articles sont publiés dans les bons journaux, ou dans les journaux sérieux en tout cas, beaucoup cités par d'autres chercheurs. Donc l'évaluation d'un article scientifique ou d'un travail scientifique, elle se fait par la communauté elle-même. Donc, vu que les climato-sceptiques ne suivent en rien dans leur publication la méthode scientifique, les articles sont extrêmement mauvais, sont extrêmement peu cités, quand il y en a qui sont publiés. Parce que parfois, ils arrivent à publier dans des journaux un peu regardants, qui se donnent un air scientifique. Mais il n'y a pas d'expertise, il n'y a pas d'arguments sérieux, crédibles. Donc ils ressassisent toujours les mêmes choses qui ont été prouvées fausses depuis très longtemps. Le rôle du soleil, alors qu'on sait que le changement climatique depuis 1970 est particulièrement fort, et depuis 1970, l'activité solaire a diminué. Et ils ressortent à chaque fois la même chose. Donc c'est fatigant à la fois. Mais bon. Bon, pourtant, malgré tout, d'après une étude de l'ADEME, il y a encore 25% des Français qui pensent encore que le réchauffement climatique est un phénomène naturel et qui a toujours existé. Alors, est-ce qu'il y a encore un doute sur cette origine humaine du réchauffement climatique qu'on observe aujourd'hui? Alors des changements climatiques, il y en a toujours eu. D'accord. Il y a 20 000 ans, là où on est aujourd'hui, il y avait des glaciers.
Mais on comprend très bien. Ce qui est nouveau dans ce changement climatique, surtout depuis 1970, comme j'ai dit, il est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que les changements climatiques qu'on a eus au niveau global dans l'histoire naturelle, et il est global. Et il a été prédit depuis 1970 à peu près. Toute la communauté scientifique qui savait de quoi elle parlait, elle a dit déjà dans les années 60, 70, attention, il va y avoir un changement climatique rapide qui va venir à cause des émissions de CO2. Ça n'a pas manqué, et les rapports qui ont été faits, par exemple le premier rapport du GIEC, quand on regarde les projections qui ont été faites pour aujourd'hui, elles sont pile, elles prédisaient pile ce qui est arrivé. Donc il n'y a absolument pas de doute sérieux à avoir sur la responsabilité humaine à ce sujet. D'accord, mais donc peut-être pour clarifier les choses un petit peu pour les gens qui auraient cet argument, est-ce que tu peux développer rapidement quelle est la différence entre les changements climatiques qu'on a observés par le passé avec les aires glaciaires et interglaciaires, où pour le coup on a eu des variations de plusieurs degrés à l'échelle de la planète. Qu'est-ce qui est différent avec ce qui se passe actuellement? Alors, dans le passé, il y a eu des changements climatiques globaux, comme par exemple les périodes glaciaires. On sait d'où elles viennent. C'est dû à des variations très lentes de l'orbite de la Terre. Ça, on connaît depuis 100 ans à peu près. Et c'est amplifié par l'effet de serre. Quand le climat se refroidit, il y a un peu de CO2 qui va se dissoudre dans l'océan. Et quand le climat se réchauffe, naturellement, il y a du CO2 qui vient de l'océan qui retourne dans l'atmosphère. C'est l'effet de la bouteille de coca. Quand elle est trop chaude, vous ouvrez la bouteille de coca, ça fait pchit parce que le CO2 il part dans l'atmosphère. C'est la même chose en réalité. Donc ces variations, elles sont à peu près, elles sont très fortes. Donc il y a 20 000 ans, il y avait 3 km de glace sur le Canada, 2 km de glace sur la Scandinavie, et le climat global était 5 degrés plus froid qu'aujourd'hui. Ça fixe les idées, 5 degrés c'est énorme, ça fait une autre planète. Donc les quelques degrés qu'on annonce pour dans 100 ans, il faut les voir à cette aune-là. Ensuite, les changements climatiques qu'il y a eu au niveau global, par exemple cette déglaciation, elle est à peu près 100 fois plus lente que le changement climatique qu'on subit déjà aujourd'hui, et notamment depuis 1970. Donc la vitesse du changement est sans commune mesure. Il y a eu beaucoup d'autres variations climatiques dans le passé. On parle souvent de ce qu'on appelait en fait souvent le petit âge de glace, une période de climat relativement frais, notamment autour de l'Atlantique Nord, très différent dans d'autres régions du globe d'ailleurs. C'était vraiment centré sur l'Atlantique Nord. Et ce sont souvent des changements climatiques régionaux. Pendant les périodes glaciaires, il y avait aussi des variations climatiques régionales extrêmement fortes au Groenland. Mais c'est très régional, alors que le changement qu'on voit aujourd'hui, il est global. Quasiment tous les glaciers du monde reculent, enfin, là où il y a des glaciers évidemment. La température augmente quasiment partout. Tout ce qui est glace se réchauffe, l'océan se réchauffe partout. Il n'y a pas de doute que c'est un signal global, dû à une cause globale. Est-ce qu'il y a un petit peu d'autres observations qui indiquent cette origine humaine? J'ai entendu par exemple du réchauffement entre la stratosphère et la troposphère. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Alors, ce réchauffement dû à l'effet de serre, il a ce qu'on appelle une empreinte digitale. Si l'origine du réchauffement était par exemple une augmentation de l'activité du Soleil, ça serait surtout visible dans le haut de l'atmosphère. L'effet de serre a cette particularité qui réchauffe la basse atmosphère, la troposphère, et qui refroidit la haute stratosphère, donc au-delà de 20 km d'altitude, et surtout aussi la mésosphère. Et donc c'est vraiment une empreinte digitale très claire. Et on le voit, on le mesure. On mesure cette augmentation de la température en bas et cette diminution de la température dans le haut de l'atmosphère. Donc on a cette empreinte digitale de l'effet de serre. Alors venons-en maintenant au rapport en lui-même qui, pour rappel, donc, est sorti cet été. Et donc le dernier rapport du GIEC était sorti il y a environ 7 ans, 2013-2014. Quelles ont été les avancées depuis ce dernier rapport? Les avancées scientifiques, il y en a évidemment eu, une grosse communauté qui travaille. Ce qui est vraiment important pour ce rapport-là,
c'est que l'incertitude sur la sensibilité climatique a été très fortement réduite entre le dernier rapport et celui-ci. Alors la sensibilité climatique, c'est tout simplement la réponse à la question de combien la Terre va-t-elle se réchauffer si on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Je rappelle que la concentration naturelle c'est 280 ppm. Aujourd'hui, on est à 410, donc on n'est pas loin d'avoir augmenté de 50% déjà cette concentration de CO2. Donc, cette estimation, c'est le chiffre clé du changement climatique. Si on sait ça, on sait quasiment tout. Enfin, j'exagère un peu, mais au moins au niveau global, on voit dans quelle direction on va. Bien. Très longtemps, depuis 40 ans à peu près, on avait une estimation, cette sensibilité climatique, cette augmentation de la température moyenne globale suite à un réchauffement, suite à un doublement de la concentration de CO2, elle allait être entre 1,5 et 4,5 degrés. Donc la gamme d'incertitude, le range, il est énorme en fait. Et pendant 40 ans, c'était ça. Ces dernières années, la communauté scientifique a réussi à réduire cette incertitude très fortement. On est aujourd'hui plutôt entre 2,5 et 4 degrés. Voilà, ça c'est l'incertitude, entre 2,5 et 4 degrés. Donc on a beaucoup réduit avec une estimation moyenne autour de 3 degrés. C'est dû à l'utilisation de plusieurs, ce qu'on appelle les lignes d'évidence, ou plusieurs faisceaux de preuves, donc le paléoclimat, l'évolution récente du climat. Maintenant, comme j'ai dit déjà, depuis 1970, on a un réchauffement très rapide du climat. Et donc, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'avait que 20 ans de réchauffement rapide. Aujourd'hui, on a 50 ans de réchauffement rapide. Donc, on a une meilleure estimation de ça à cause de cette évolution historique du climat, une meilleure compréhension des processus. Et donc, on a mis tout ça ensemble. Et avec ce faisceau de preuves convergent, on arrive à une estimation beaucoup plus sûre de cette sensibilité climatique. Et est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire avec le fait que là, les récents modèles qui sont sortis, on a tendance à avoir un range plus important presque que les précédents rapports? Alors justement, cette estimation de la sensibilité climatique, elle est indépendante des modèles. La dernière génération des modèles de climat qui a été utilisée pour ce rapport du GIEC, elle a en moyenne, il y a beaucoup de modèles en fait qui ont des sensibilités climatiques plus élevées que dans le passé et plus élevées. Il y en a certains qui ont une sensibilité climatique qui est plus forte que ce qu'on pense être la vraie sensibilité climatique. C'est embêtant dans un certain sens, mais en fait c'est un signe d'amélioration des modèles en réalité. Parce qu'il y a des processus qu'on prend mieux en compte, mais on sait qu'il y a des processus qui concernent la durée de vie des nuages par exemple, ou la réflectivité des nuages et l'interaction avec les aérosols, qui sont encore mal pris en compte. On a corrigé un certain nombre de processus, ce qui a enlevé un certain nombre d'erreurs dans les modèles de climat, et du coup d'autres erreurs qui se compensaient avec les anciennes erreurs maintenant, et ils ne sont plus compensées, et donc on a des sensibilités trop fortes. Donc on sait dans quelle direction il va falloir travailler pour améliorer ça. Mais de manière générale, les modèles sont devenus meilleurs. On reproduit mieux le climat du passé, on reproduit mieux les structures spatiales du changement climatique, la variabilité naturelle, etc. Bon, depuis tout à l'heure, on parle un petit peu là de modèles de climat. Je ne suis pas sûr que les gens savent vraiment ce que c'est en pratique. Est-ce que tu peux peut-être expliquer rapidement qu'est-ce qu'un modèle de climat et en quoi ces simulations sont importantes? Alors, les modèles de climat, ce sont des gros codes numériques qui essayent de reproduire tous les processus importants du climat. Donc le processus principal qu'on voit, c'est qu'il y a du vent dans l'atmosphère, le vent, la température, le rayonnement, la pluie et le beau temps. Donc le modèle il va faire la même chose. On connaît les équations physiques, par exemple, de la dynamique des fluides. Comment, une fois qu'on a une distribution de pression, de température et de vent, à un instant donné, quelle va être la distribution de température, vent, masse de l'atmosphère, etc. à un instant donné après, quelques minutes après. Donc ces équations permettent de passer d'un état à l'autre. Donc ça, c'est les équations de l'hydrodynamique. Pareil pour le rayonnement, on sait que quand le soleil brille, ben voilà, ça envoie tant de rayonnement, ça réchauffe de tant l'atmosphère, etc. Donc il y a des processus comme ça qu'on peut représenter physiquement. Donc le modèle, il va découper la Terre en petites boîtes d'une centaine de kilomètres ou une centaine de kilomètres. On va avoir une centaine de boîtes
dans la distribution verticale. Il va calculer donc température, vent, humidité, etc. dans ces petites boîtes, dans l'atmosphère, à la surface et dans l'océan. Et donc, avec un pas de temps de quelques minutes, il va passer d'un état à un autre en utilisant ces processus physiques connus. Il faut les simplifier, évidemment. On ne peut pas représenter tout ce qui se passe à toute petite échelle. J'ai déjà dit, la résolution spatiale, c'est 100 km. Donc forcément, il y a des simplifications. Les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, donc on peut améliorer de mieux en mieux les modèles, prendre en compte de plus en plus de processus, mais évidemment, ils contiennent encore des simplifications. Par exemple pour la neige, n'est-ce pas, sur laquelle tu travailles. Et donc il y a une trentaine de modes de ce genre de code dans le monde qui sont utilisés, qui sont comparés dans des exercices qui sont organisés par la communauté scientifique elle-même et qui sont ensuite utilisés par le GIEC. Donc ces modèles sont essentiels, un peu les mêmes modèles que ceux qui sont utilisés pour la prévision météorologique. Pour la prévision météorologique, la question c'est, étant donné la météo d'aujourd'hui, quelle va être la météo de demain ? Pour le climat, ce n'est pas du tout la question de savoir quelle va être la météo le 1er juillet 2070 en France, on s'en fout. Ce qu'on veut savoir, quelle va être la météo moyenne dans les années 2070, sous l'hypothèse de telle et telle émission de gaz à effet de serre. Alors tu nous as parlé un petit peu de la sensibilité climatique dans ce dernier rapport. Quels sont les autres points et les autres avancées qu'il y a eu depuis ? Ah oui, il y en a plein. Par exemple, on a aujourd'hui dans ce rapport une multitude de résultats au niveau régional qui est beaucoup plus grande que dans le passé. On a un atlas interactif qui a été publié, qui permet vraiment de zoomer dans chaque région qu'on veut, à laquelle on s'intéresse, pour savoir quelles sont les projections. Donc tout devient beaucoup plus détaillé. On a aujourd'hui des grands progrès, par exemple aussi sur l'attribution des événements extrêmes. Quand on pense à la vague de chaleur qu'on a eue en 2003 en France, donc il y a une vingtaine d'années, le journaliste va voir un scientifique, va lui demander cette vague de chaleur c'est dû au changement climatique, et le scientifique, il y a 20 ans, il allait vous dire on ne peut rien dire. Aujourd'hui, on a toute une nouvelle branche de la science qui est la science de l'attribution des événements extrêmes. On ne va pas peut-être rentrer dans les détails, mais on sait aujourd'hui donner une probabilité d'un événement extrême qui s'est réalisé, qu'il aurait eu dans le climat du passé, qui n'existe plus, sans changement climatique, et cette probabilité qu'il a aujourd'hui avec les conditions climatiques qu'on a. Donc on sait par exemple que l'événement très chaud qu'on a eu au Canada, il aurait été extrêmement peu probable dans un climat d'il y a 50 ans, est beaucoup plus probable. Donc, et le rapport des probabilités il est énorme. Donc c'est comme ça qu'on fait ça. Un autre progrès de ce rapport est par exemple qu'on donne pour la première fois une estimation haute maximale du changement de niveau de la mer pour dans 100 ans ou 300 ans, pour l'année 2300 par exemple. Ça a toujours été extrêmement difficile parce qu'il y a des processus qu'on maîtrise mal. Là, dans ce rapport, pour la première fois, on dit si vraiment tout se passe mal, si les calottes de glace se déstabilisent au maximum de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, si le changement climatique se passe plus vite que ce qu'on estime dans la gamme moyenne, mais qu'on ne peut pas exclure non plus. Donc si on prend en compte les processus dont on sait qu'ils peuvent exister, mais qu'on ne peut pas exclure, on peut aujourd'hui dire qu'en 2300, sous l'hypothèse d'émissions CO2 fortes, on peut arriver à plus de 15 mètres au niveau des mers. Et donc c'est de plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est évidemment des valeurs extrêmes, pas les valeurs les plus probables, mais pour la première fois, on arrive à donner ce genre de valeurs. On entend également parler de points de bascule de temps en temps, comme en particulier par exemple l'AMOC ou le Gulf Stream, qui pour rappel est un courant océanique qui nous amène de la chaleur, en particulier donc sur l'Europe, qui fait qu'on a un climat plus clément que l'Est du Canada. On entend de temps en temps que ce courant a tendance à ralentir. Est-ce que son ralentissement pourrait entraîner un refroidissement sur l'Europe ?
Alors, tout ça, on le résume souvent sous le nom de tipping point, des points de bascule. Alors, l'AMOC, donc cette circulation méridionale dans l'Atlantique Nord, n'est pas un élément de bascule du changement climatique ou du système climatique. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on pense savoir aujourd'hui en tout cas, c'est que il peut se réchauffer, se ralentir, cette circulation peut se ralentir, ça mènerait à un refroidissement ou un moindre réchauffement autour de l'Atlantique Nord, donc notamment en Europe, au Groenland, en Islande, etc. Mais cette circulation aurait au bout d'un moment tendance à reprendre automatiquement, même si elle s'arrêtait. Donc ce n'est pas un point de bascule, parce que ce qu'on utilise comme définition pour un point de bascule du système climatique, c'est quelque chose qui change, qui mène à une réorganisation du système climatique et qui serait irréversible. Alors que cette histoire de AMOC, elle n'est pas irréversible. On pense aujourd'hui qu'elle est réversible. Il y a d'autres choses qui seraient naturellement irréversibles, comme par exemple une déstabilisation de la calotte de glace de l'Antarctique de l'Ouest. Donc la partie, ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, c'est celle quand on visualise la carte qui est en face de l'Amérique du Sud essentiellement. Cette calotte de glace, elle est posée sur l'Antarctique, sur le continent antarctique, mais en fait elle est tellement lourde qu'une partie du continent du rocher est sous le niveau de la mer. Donc en fait cette calotte de glace, elle a les pieds dans l'eau. Une calotte de glace qui a les pieds dans l'eau, elle peut être sous certaines conditions instable. Donc une fois qu'elle commence à se désintégrer, ça peut déclencher un processus de désintégration. Et c'est irréversible parce qu'une fois que vous avez perdu une calotte de glace, pour la reconstruire, il faut du temps. Donc ça peut aller beaucoup plus vite que de reconstruire une calotte de glace. Une calotte de glace, ça se reconstruit par des précipitations neigeuses et elles sont faibles dans ces régions. Donc ça, c'est un point de bascule potentiel parce qu'une fois que vous n'avez plus cette calotte de glace, que vous avez fait augmenter le niveau de mer de 6 mètres, bon, ça peut prendre du temps, quelques centaines d'années, des milliers d'années, mais une fois que c'est parti et ça ne s'arrêterait pas. Et le système climatique, ensuite autour, la circulation atmosphérique, océanique autour, elle se réorganiserait en fonction de cette absence de la calotte de glace qui est là aujourd'hui. Donc là, ça serait un vrai point de bascule du système climatique. Au niveau global, il n'y a pas vraiment de point de bascule dans le sens où on imaginerait que le changement climatique s'emballerait soudainement en dehors de tout contrôle. On sait que si on arrête nos émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique s'arrêterait très rapidement, en espèce de quelques décennies. Ok, c'est justement une question sur laquelle je voulais rebondir un petit peu, parce que en parlant de ces points de bascule, on entend souvent parler, comme tu disais, d'irréversibilité du changement climatique, et il y a des personnes aujourd'hui qui pensent que tout est foutu, que quoi qu'on fasse, on ne pourrait pas retourner en arrière, mais donc de ce que tu es en train de me dire, ça dépend un peu des différentes variables dans le système climatique, et en gros, on a quand même des chances de limiter le réchauffement qu'on observe actuellement. Alors, en réalité, le réchauffement climatique, c'est une question extrêmement simple, dans le sens où on sait que le changement climatique, qu'on mesure en termes d'augmentation de la température depuis 100 ans à peu près, et ben ce changement climatique, il est essentiellement proportionnel à la quantité de CO2 qu'on a émis, ou qu'on va émettre. Donc ça fait une droite. Si tu traces en axe horizontal la quantité de CO2 émis et en axe vertical la température, ça te fait une droite. Donc on sait, pour atteindre 2 degrés de réchauffement, par exemple, je rappelle que là aujourd'hui on est à 1,1 ou 1,2, pour atteindre 2 degrés, on sait combien de CO2 on peut encore émettre. Donc c'est le budget carbone. Donc on sait très rapidement, pour 1,5, combien de CO2 on peut encore émettre. Et ça veut dire que le futur, on l'a entre nos mains. Si aujourd'hui on prend des mesures rapides, globales et immédiates, et pour tout le monde, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va réussir à contenir le changement climatique à moins de 1,5 degré. Donc ça implique évidemment des réductions très fortes. Il faudrait réduire de 3% nos émissions tous les ans pendant 30 ans, donc jusqu'en 2050. Il faudrait atteindre cette neutralité carbone globale, cette zéro émission en an 2050.
Donc c'est fort, c'est beaucoup. Parce que je rappelle que pendant la période Covid, pendant les lockdowns, on a eu 7% de réduction d'émissions. Donc 3% par an, c'est énorme. Et ça pendant 30 ans. Mais on sait ce qu'il faudrait faire. Et dans ce cas-là, on limiterait le changement climatique à 1,5 degré. On sait ce qu'il faudrait faire pour limiter à 2 degrés. Et donc c'est pas foutu. Et dès qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, le changement climatique s'arrête très rapidement et se stabilise. Et tu disais également qu'il y avait plus d'informations aujourd'hui un peu à l'échelle régionale. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quoi est-ce que l'on peut s'attendre en France ou dans l'Europe de manière générale? Est-ce qu'on pourra continuer à faire pousser des tomates ou du vin dans le sud de la France, par exemple? Encore une fois, tout dépend des émissions futures. On peut arriver à un changement climatique de 3 degrés en 2100. On peut arriver à un changement climatique de 1,5 degré au niveau global en 2100. Tout dépend de nous et de nos enfants. Ce n'est pas qu'une décision des politiciens, c'est une décision de tout le monde, des politiques, de tout le monde. Tout le monde doit faire de son part. Et donc pour la France, en ce qui concerne, donc il y a des choses dont on sait, dont on est certain. Par exemple que la précipitation en été dans le sud de la France va certainement diminuer, que le nombre d'événements extrêmes, donc la répartition des précipitations va changer dans le sens de plus d'événements de précipitations fortes et moins d'événements de précipitations faibles. Mais encore une fois, tout dépend des émissions futures. Donc le changement climatique en France, il est légèrement plus fort qu'en moyenne globale. Ça aussi, c'est une caractéristique claire du changement climatique, parce qu'on sait que dans les régions continentales, c'est plus fort que dans les régions océaniques. Donc ça aussi, on le sait. On sait que la distribution des précipitations au cours des saisons va changer, moins en été, plus en hiver. On sait que les glaciers dans les Alpes vont disparaître. Ils réagissent au changement climatique avec un certain retard, parce qu'il faut du temps pour faire fondre un glacier. Même si on arrête le changement climatique aujourd'hui, une très grande partie des glaciers vont disparaître dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, ça c'est certain déjà. Alors, est-ce que tu penses que ces différents rapports du GIEC sont suffisants pour déclencher une transition dans notre société, car souvent le grand public a l'impression que les décisions politiques ne semblent pas suivre? Clairement, les rapports du GIEC ne sont pas suffisants. On le voit bien, ça fait quand même essentiellement 30 ans que le GIEC dit la même chose. Bon, évidemment, on en sait plus aujourd'hui qu'on savait il y a 30 ans, mais on dit toujours la même chose. À part en ce qui concerne l'attribution du changement climatique, nous on devient de plus en plus certains. Aujourd'hui, on est absolument certains. Mais donc la preuve est faite que les rapports du GIEC, c'est pas suffisant. Il faut des efforts de tout le monde, pas que des décisions politiques. Les décisions politiques sont évidemment importantes parce que quand un pays s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, il faut que ces décisions soient déclinées ensuite sous forme de politique nationale pour favoriser telle et telle source d'énergie, les sources renouvelables par rapport aux sources fossiles, etc. Mais encore une fois, chacun à son niveau doit contribuer. Les décisions d'une entreprise comptent autant que la décision de si je prends la voiture le matin ou le bus, ça compte aussi. C'est rien par rapport au grand global, mais ça se prend dans les décisions de chacun et des décideurs politiques. Bon, il y avait quand même eu par le passé quelques actions politiques, en particulier le protocole de Kyoto. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors il n'y avait pas seulement le protocole de Kyoto, il y avait aussi le protocole de Montréal de 1986 qui normalement était destiné essentiellement à la protection de la couche d'ozone, mais qui par ricochet, si on veut, a quand même mené à la réduction d'émissions de certains gaz à effet de serre à très longue durée de vie et des gaz à effet de serre très forts, donc les CFC. Le protocole de Kyoto en 1997 a mené à ce que certains États, donc des États développés, s'engagent à réduire leurs émissions ou au moins réduire l'augmentation de leurs émissions. Et le résultat de ces traités internationaux précédant l'accord de Paris,
était quand même que ce qu'on appelait les scénarios business as usual, donc tout simplement une extension des émissions actuelles vers le futur, et ben ces scénarios business as usual aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux qu'on avait dans les années 90. Aujourd'hui, le business as usual, il nous amène vers environ 2,7 degrés en l'an 2100. Si on n'avait rien fait, ni Montréal, ni Kyoto, ni le début de la mise en œuvre de l'accord de Paris, on serait à plus 4 comme extension des tendances actuelles. Donc on a déjà fait un petit pas. Donc c'est quand même un petit message positif, en tout cas vis-à-vis de la situation qu'on a actuellement. Il y a justement la 26e conférence internationale sur les changements climatiques, donc la COP26 qui va se dérouler à Glasgow début novembre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur quel est le rapport avec le GIEC ? Justement, le GIEC est placé dans le cadre de cette Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et ces COP sont ces réunions des pays qui sont partis de cette Convention cadre. Leurs discussions sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, sur les engagements des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les NDC, National Determined Contribution. Leur discussion est basée sur les résultats résultats scientifiques qui sont dans ce rapport. Donc, les COP ne sont pas des réunions scientifiques, ce sont des réunions politiques où on décide de qu'est-ce qu'on va faire, sachant qu'on sait ce que la science nous dit. Et justement, donc un récent rapport de l'ONU a montré que pour le moment, avec ces dernières prises en compte de NDC, on était plutôt sur une trajectoire qui nous mènerait vers 2,7 degrés à la fin du siècle. Est-il encore aujourd'hui possible de respecter l'accord de Paris qui avait été justement décidé lors de la COP21 en 2015, qui pour rappel avait été signé par une grande partie des pays du monde pour essayer de limiter l'augmentation de température globale à un niveau bien inférieur à 2 degrés, si possible 1,5 degré. Est-ce qu'on a encore une chance de respecter cet accord aujourd'hui ? C'est encore possible. J'ai dit que pour rester à 1,5 degré, il faudrait atteindre la neutralité carbone en 2050, donc réduire nos émissions de 3% de l'actuel tous les ans pendant 30 ans essentiellement. Pour limiter à 2 degrés, ça veut dire qu'il faudrait arriver à la neutralité carbone à peu près en 2070, donc dans 50 ans, ça veut dire 2% de l'actuel tous les ans. C'est difficile, il faut commencer tout de suite, il ne faut pas attendre encore plus longtemps. Plus on attend, plus c'est difficile. Il y a des premières choses qui sont faites. L'évolution technique nous aidera peut-être. Peut-être un jour on aura la fusion nucléaire, qui sait. Voilà, il faut y aller tout de suite. Donc c'est possible, mais plus on attend, moins ça sera possible, ça c'est certain. Okay. Un grand merci à toi Gerhard, en tout cas d'avoir accepté de prendre du temps pour cette interview. J'espère que ça permettra aux gens d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que le GIEC et l'état des connaissances sur le climat. On croise les doigts pour que les choses avancent, en particulier lors de la prochaine COP26 à Glasgow. Merci encore à toi Gerhard. Un grand merci également à l'équipe donc de l'OSUG et également à l'IGE qui ont aidé à la réalisation de cette interview. En complément, si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que le GIEC, je vous mets en description et en petite fiche une vidéo qui a été faite par le Réveilleur qui explique vraiment bien tout le processus, et puis un article de synthèse de ce dernier rapport qui a été écrit par le bon pote. Vous pouvez également aller voir une petite vidéo que j'ai faite où on regarde ensemble quelques figures de ce dernier rapport, et autrement je vous mets plein de liens en description pour aller voir plus en détail d'autres points, dont de très bons podcasts sur le sujet. Et puis autrement, de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!